Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette table ronde sur la coproduction Canada-France, mais vous allez voir qu'on va déborder un petit peu de la France. Donc, mon nom est Richard Jean-Baptiste et j'aurai le plaisir d'animer la conversation du panel de ce midi. Nous avons un panel constitué d'experts en la matière, en tout cas, ils se sont certainement plus que moi. On a Lynn Côté, qui est analyste de coproduction relations d'affaires chez Téléfilm Canada. Bonjour Lynn. Bonjour. Il y a aussi Daniela Moïka, productrice et fondatrice aussi, je pense, Daniela, de Production Ocho. Oui. Et Idriss Canago, bonjour Eric, producteur et fondateur de la boîte de production Isanakio. Et Yannick Letourneau, président fondateur et producteur de Périphéria, Yannick est aussi coproducteur du long-métrage La Nuit des Rois, qui est sorti en 2020. On va pouvoir en discuter un petit peu tout à l'heure, qui est une coproduction de plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la France et bien sûr le Canada. Alors, je pense que on va aborder le sujet de manière très en conversation, puis je vais me faire un peu, parce que c'est un peu ma réalité. Moi, je suis producteur, je veux me lancer en coproduction, je pense à m'intéresser à la coproduction. Alors, ma première question, je pense qu'elle va plus s'adresser du côté institutionnel, le côté Téléfilm Canada. Lynn, alors, si je vous demandais de peut-être brosser les grandes lignes de ce que Téléfilm fait pour aider les producteurs qui veulent se lancer dans la coproduction, peut-être donner un peu ce côté plus macro de la chose, conseil de base, financement, sans trop entrer dans les détails parce que j'imagine qu'il y a un paquet de détails à savoir, mais juste une petite entrée en matière pour des gens qui s'intéressent à la coproduction. Bien, écoutez, ça va me faire plaisir Oui, je vais y aller de façon très macro, je vous avertis. Je vais vous donner quelques conseils de base que ça fait à peu près 20 ans que je donne à tout le monde, OK? Je n'irai pas dans le détail. Si vous avez un projet que vous avez l'intention de coproduire, ça me fera plaisir subséquemment de répondre de façon plus précise à vos projets, soit on va se parler au téléphone, par courriel ou en organisant une petite rencontre Teams ou Zoom ou peu importe. Donc, je commence avec mes conseils de base, OK? Moi, le conseil que je dis depuis 20 ans à tout le monde, c'est trouver le bon partenaire, OK? Parce que ça, c'est ce qui va faire de votre aventure un succès, OK? C'est-à-dire, il faut que vous vous entendiez sur la vision que vous avez de votre projet. C'est très important. Il faut décider, il faut être partie prenante de tous les aspects du projet, que ce soit créatif, financier, décisionnel. Vous devez avoir un droit de consultation, que vous soyez un partenaire minot ou major. OK? Vous devez avoir votre mot à dire tout au long du projet. Fait que c'est important de bien discuter avec le partenaire, de prendre des références, d'aller parler peut-être à d'autres partenaires avec qui ils ont fait affaire pour voir si pour vous, ça rentre dans vos valeurs, dans ce que vous avez l'intention de faire. OK? L'autre petit conseil, qui est un peu un petit B ou petit I de ce premier conseil-là, c'est que vous pouvez parler avec des producteurs canadiens qui ont déjà fait de la coproduction avec le pays. Bon, ici, précisément la France, mais surtout si vous avez l'intention d'avoir un projet où il y a d'autres partenaires copro qui se joignent au projet, que ce soit de l'Union européenne, des pays de l'Amérique latine ou du continent africain. Parce que il peut y avoir des pièges et M. Letourneau, Yannick, pourra subséquemment peut-être parler de son expérience avec multipartenaires. Mais si vous avez des gens comme Yannick qui ont de l'expérience, ils pourraient vous donner des bons conseils. Puis gênez-vous pas parce que je sais qu'ils sont généreux puis ils sont capables de vous donner des conseils pour bien lancer votre projet. D'un coup, vous avez votre bon partenaire. Il faut lire les traités et les principes directeurs. C'est très important. En ce qui concerne la France, on a 2 traités, un pour la télé et un pour le long métrage, et les provisions des 2 traités sont différents. Je vais vous donner un exemple, puis après ça, vous allez aller lire le reste du traité. Un exemple précis, le contrat de copro. Avec le traité long métrage,
il y a des provisions spécifiques qui doivent apparaître au contrat de copro, alors qu'avec le traité TV, il n'y en a pas. Ça, c'est un exemple. Donc, je vous dis, allez lire le traité. Et tous les traités, peu importe celui que vous allez utiliser, vous devez le lire parce qu'il y a au-dessus de 60 traités que le Canada a signés avec différents pays et il y a toutes des nuances dans chacun des traités, d'accord? Ça, c'est le petit conseil que je vous donne pour bien débuter l'aventure. Vous devez aussi prendre connaissance des outils de référence, OK? Qui sont accessibles sur le site de Téléfilm Canada. Ces outils-là vont vous permettre de déposer un dossier avec tous les éléments requis, que ce soit pour la recommandation préliminaire ou la recommandation finale. Parce que si vous ne soumettez pas les documents de base qu'il faut, ça va retarder le traitement de votre demande. L'autre petite chose subséquente à ça, s'il vous plaît, il est important que vous soumettiez le même dossier au Canada, en France ou à n'importe quel autre pays avec qui vous coproduisez, OK? Parce que ça aussi, ça peut ralentir le traitement de votre dossier si l'information n'est pas la même. S'il y a des mises à jour à un endroit, vous le faites partout, OK? Ça, c'est important. Ça m'amène au contrat de coproduction. Ça, c'est votre Bible, OK? C'est ce qui va vraiment, je vais utiliser une expression anglophone, driver le projet, OK? Ça veut dire, il faut vous assurer que vous mettez tout en place les éléments, c'est-à-dire le contrôle, les décisions, les revenus, les partages et tout ça, OK? Et si vous avez plusieurs parties, moi, je vous encourage à faire un contrat seulement, OK? Parce que si vous devez amender le contrat de copro, puis que vous en avez un avec, mettons, on va prendre l'Allemagne, la France, la Belgique. Bon, je prends 3 partenaires comme ça. Bien, il va falloir amender tous les contrats pour que ça reflète les prérequis du contrat que vous allez avoir signé avec le Canada. C'est plus facile à faire parce que s'il y a des choses de base qui ne sont pas là, mettons qu'on parle du partage des revenus, OK? Canada-France, le partage des revenus est supposé d'être proportionnel, OK? Bien, si vous allez dire dans d'autres contrats, d'autres choses qui peuvent rentrer en conflit, vous allez peut-être avoir la France ou un autre pays coproducteur qui va vous demander d'ajuster les autres contrats. Je sais qu'il y en a qui le font séparément, ça fonctionne aussi. Mais moi, je dis, si vous pouvez faire un contrat, faites-en un seulement. Mais il y en a qui en font 2 puis 3. Mais ça peut vous amener des dépenses subséquentes s'il faut amender d'autres contrats pour être en ligne avec les ententes. Naturellement, d'un coup, vous avez votre contrat de copro, il faut aussi que vous ayez la viabilité financière du projet. C'est-à-dire que pour le Canada, pour pouvoir émettre la lettre de recommandation préliminaire, on a besoin d'un financement confirmé à 40 du côté canadien. Le financement canadien doit être financé à 40. Et le dernier conseil, mais non l'ultime que je vais vous donner, en tout temps, vous pouvez contacter Téléfilm Canada ou les autorités étrangères pour avoir des conseils. C'est gratuit. C'est mieux de nous appeler, de nous parler de votre projet, de nous aider à le structurer que de le faire et d'arriver et de devoir ajuster. Parce que des fois, quand on a négocié, ça peut avoir été dur. On arrive à une solution, puis on dit « Ah oui, mais… » OK? Donc, en tout temps, gênez-vous pas. Je vais vous donner, après avoir parlé, mon courriel et mon numéro de téléphone. Je suis disponible en tout temps. Je peux aussi vous donner le numéro de téléphone et le courriel de ma collègue. On est 2 au Canada à faire ce travail-là. Pan-canadien, anglais, français pour tous les médias. Donc, cela couvre à peu près ce que je voulais vous dire. Si vous suivez ces quelques petits conseils, je suis sûre que vous allez avoir une bonne aventure en coproduction. Merci. Merci beaucoup, Lynn. C'est une super bonne entrée en matière. My goodness, j'ose pas imaginer ce que c'est si, quand on rentre dans les détails, j'ai beaucoup de questions. Et en passant, à ceux qui nous écoutent, posez vos questions dans le chat, le truc de clavardage, la boîte de clavardage. Mais dans tous les cas, on va se faire un petit Q&A un petit peu plus en détail là, à la fin. Juste avant de passer aux producteurs, productrices, Lynn, quand vous dites, est-ce qu'il y a des gens ou des compagnies qui accompagnent les producteurs et qui vont faire
regarder le côté légal, le côté financier, si tous les contrats sont compatibles, ou c'est au producteur ou à la productrice de faire tout ça par lui-même, là? Bien, c'est parce que vous devriez avoir quelqu'un qui travaille aux relations d'affaires au sein de votre compagnie qui va vous structurer ces éléments-là. C'est sûr que nous, quand on fait l'analyse, sérieusement, on regarde toutes les ficelles et tous les imbrications, OK? Le Canada le fait, la France, tous les pays le font. On peut vous demander, comme la chaîne de titres, parfois, s'il y a des choses à clarifier, tout ça, on va vous le dire. Mais ce n'est pas le travail principal de Téléfilm, les relations d'affaires. C'est quelque chose que vous devriez avoir un avocat. Oui, il y en a des professionnels. Vous pouvez aller à l'Association des producteurs du Québec ou du Canada. Tout ça pour dire que oui, il y en a des personnes. Je ne peux malheureusement pas vous donner parce que je suis des une agence références gouvernementale de référence. Mais si vous me dites des choses de compagnie, je peux vous dire oui, ces compagnies-là pourraient vous aider. Mais je ne pourrais pas vous en pointer une. OK? On comprend très bien, puis merci beaucoup. On va revenir, Aline, à vous dans quelques instants. Je vais passer aux producteurs, productrices qui ont souri plus d'une fois quand vous parliez de certains éléments, notamment la question contrat et budget. Je vais lancer la question à mes collègues. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu plus de manière un petit peu plus micro ou concrète dans le détail sur vos expériences en coproduction. Par exemple, au niveau développement, quand vous partez un projet en développement, est-ce que vous savez déjà que c'est un projet que vous allez faire en copro ou vous y allez plus tard pour X, Y raison? Et j'aimerais ça aussi que vous me parliez un petit peu d'un élément qui est super important, en tout cas de ce que j'ai retenu de Lynn, c'est la question du partenariat. Je pense qu'elle a commencé avec ça et je pense que c'est la clé. Alors peut-être, Daniela, je pense que tu es en ce moment dans un projet en coprod, qui est un film d'animation, qu'on pourra peut-être nous en dire un petit mot, qui est d'ailleurs avec Éric Canago. Inch'Allah, j'ai oublié le nom. Allah n'est pas obligé. Voilà, Allah Inch'Allah n'est pas obligé. Si tu peux nous en parler un petit peu, puis à quel moment est-ce que tu as décidé ou vous avez décidé que ça va être en copro et comment vous avez trouvé le ou les partenaires? Mais pour ce projet, en fait, c'est vrai que c'est, comme Lynn le dit, le partenaire est vraiment important parce qu'il faut vraiment se dire que faire de la copro, c'est comme un mariage qui va durer plusieurs années. Il n'y aura pas, idéalement pas de divorce après 1 an. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dure longtemps. Là, pour ce projet spécifique, les premiers rapports avec le coproducteur français, c'est Special Touch. Sébastien Onomo, c'est plutôt un contact d'Éric. Éric, tu veux peut-être dire un mot là-dessus, parce que c'est vrai que souvent, derrière les coproductions, il peut y avoir des matchs naturels qui se font quand on les rencontre, on va dire, dans les marchés internationaux ou lors d'événements. Mais pour ce cas-là particulier, il y a une histoire qui est très reliée à la vie d'Éric. Donc, peut-être, Éric, tu pourrais peut-être juste en parler un peu, parce que je pense que ça donne un bon exemple des fois, il y a des coproductions qui sont plutôt qui viennent naturellement. Oui, en fait, on m'entend là, c'est bon? Oui, on t'entend super bien, Eric. Ok, parfait. Non, mais juste, oui, c'est vraiment une histoire particulière que Daniela peut raconter parce qu'elle la connaît par cœur, tellement je lui ai rabâché cette histoire-là. C'est qu'en fait, il y a à peu près une quinzaine d'années, j'étais dans une autre ville, donc j'étais de l'autre côté de l'Atlantique. Et il faut savoir qu'Allah n'est pas obligé, c'est tiré d'un roman, prix Renaudot des années 2002-2003 de Amadou Kourouma. Et j'avais pris les droits de ce livre à l'époque. J'avais payé une petite fortune pour avoir les droits et pour pouvoir monter ce film, et je n'ai jamais réussi à le monter. Tout le monde disait que c'est impossible. Ce film parle de guerre d'enfants soldats, donc il disait que ça n'allait pas marcher, que c'est impossible et tout. Donc, je n'ai pas réussi à monter ce film. Et ce qui s'est passé, c'est que plusieurs années plus tard, je me suis retrouvé dans une autre ville, donc du côté de Montréal maintenant. Et un producteur m'a contacté, il était au courant de cette histoire-là. Et lui, en fait, il a eu l'idée de le faire, non pas parce que moi je voulais le faire en live, mais lui, il a voulu le faire en dessin animé. J'ai dit, ah, surpris, parce que j'étais
pour moi, ce n'est pas du tout un film d'enfant, dans le sens où, effectivement, c'est un film qui parle de guerre, mais c'est des enfants soldats, effectivement, mais ça parle quand même de guerre, quoi. Il y a quand même de la violence dedans. Pour moi, ce n'est pas un film d'enfant. Et il a réussi à me présenter ce projet-là, mais on était en partenariat sur 2 projets. On s'est trouvé, on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs projets sur lesquels on travaillait plus ou moins. Il y en a d'autres, hein. Il y a notamment des figures historiques en Afrique sur lesquelles on se retrouve et qu'on a envie de mettre à l'écran. Et là, sur Allah n'est pas obligé, pour moi, c'était une continuité de quelque chose que j'avais commencé, que je n'avais pas achevé, d'autant plus qu'à l'époque, le roman était très sollicité, puisqu'il avait lu le prix concours des lycéens et le prix Renaudot. Et c'est donc l'auteur lui-même, Amadou Kourouma, qui m'avait confié, la possibilité d'adapter ce film-là. Et entre-temps, il est décédé. Donc, ça a été vraiment quelque chose, pour moi, un choc, vraiment un sentiment d'inachevé. Ça m'a plongé dans quelque chose d'assez sombre pendant plusieurs mois. Et d'avoir cette renaissance au Canada avec ce projet-là, j'ai réfléchi un peu. J'en ai parlé à Daniela. Elle m'a dit, tu ne peux pas passer à côté de ça. Et puis, j'ai dit, ouais, effectivement, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc, on avait à la fois la bonne personne qui avait déjà commencé à travailler sur le projet. Et je sentais qu'effectivement, son approche était très intéressante. Lui-même a une parenté avec la Côte d'Ivoire, qui est le lieu de naissance de l'écrivain. Il était au courant de mon histoire par rapport à ça. Et il disait, OK, comment on fait pour t'intégrer dans le processus? Et c'est là qu'a commencé tranquillement à se mettre en place une configuration où on a pris de plus en plus d'importance dans le projet, parce qu'on était les petits derniers. Il y avait déjà des Belges qui étaient intéressés, il y avait déjà le Luxembourg qui était intéressé. Et puis, on a pris de plus en plus d'importance dans le projet, jusqu'à maintenant, effectivement, être parmi les interlocuteurs privilégiés, en travaillant avec… Il faut dire que sur ce projet, on travaille avec une compagnie un studio, c'est du coup Animation, qui est basé à Québec. Donc, on a organisé des rencontres entre le réalisateur et tout ça. Enfin, voilà, c'est vraiment l'historique de ce projet. Donc, effectivement, quand on parle de relations, de partenaires et de relations, c'est oui, effectivement, c'est quelque chose qui s'établit sur plusieurs années. Donc, il faut qu'il y ait des bases solides, comme tout mariage, on va dire. Mais tous les producteurs savent ça. Avant de s'engager avec un réalisateur, ils attendent des preuves d'amour aussi, de la même façon. De part et donc, merci beaucoup, Éric. Donc, c'est une super belle histoire. Mon Dieu, c'est presque une histoire en soi, tout ça. Là, c'est un roman. Hein, c'est presque un film. Et je retiens bien, en fait, l'implication du partenaire dès le départ. Je veux dire, il est très engagé dans le projet aussi. Là. Je veux dire, c'est pas juste une transaction. C'est un projet qu'il porte. C'est ça, Daniela. Puis toi, tu dois le sentir parce que j'imagine que tu as influencé un peu Éric en disant, écoute, vas-y, c'est un beau projet, cette histoire-là, là, ce truc-là. Là. Oui, c'est sûr. Puis c'est une configuration qui était quand même assez compliquée parce qu'on a des partenaires. Donc, le majoritaire est français, mais il y a aussi des studios belges, donc 2 studios en Wallonie et du côté flamand, et aussi le Luxembourg. En fait, les deuxièmes, ceux qui ont les plus grosses proportions, là, c'est vraiment France, puis ensuite c'est Luxembourg, après le Canada et les Belges. Donc, on a rapidement essayé de configurer quelque chose qui est viable du côté canadien, mais comme Lynn dit, il faut vraiment lire les principes directeurs, surtout pour tout ce qui est fiction, animation ou documentaire, il y a différents critères. Il faut vraiment faire attention surtout aux postes clés. Donc, c'est là qu'il faut aussi négocier avec nos partenaires là-bas de garder des postes quand même créatifs du côté canadien. Mais ça s'est très bien passé parce que vraiment, ils ont vu que le studio avec qui on travaille, ils ont vraiment une capacité très créative de s'impliquer. Donc, il n'y a pas eu de souci là-dessus, mais quand même, il faut faire attention à tous ces pointages, puis pas se tromper là-dessus. Ce n'est pas juste une coproduction. Il ne faut pas tomber dans un travail plus de service, mais vraiment un travail créatif parce qu'on est impliqué vraiment du début à la fin. Mais, ça, donc… Oui, continue, Daniela. Non, vas-y.
En fait, c'est la fameuse partie prenante là, dont Lynn parlait tout à l'heure, cette implication que vous avez. C'est pas juste une production de service. Là. Il y a votre apport là, à tous les niveaux. Là. Oui, exact. Je pourrais peut-être aussi rajouter, quand Lynn parlait tantôt de téléfilm, moi, il y a quelque chose que, quand j'étais au Fonds des médias, j'expliquais aussi beaucoup aux gens parce qu'il y a des fois, c'est un peu mélangeant. Les gens, quand ils vont chez Téléfilm, ils vont chercher du financement pour leur long métrage, mais aussi, ils s'occupent de la coproduction, des recommandations qu'ils font avec Patrimoine. Puis c'est pas le même guichet, en fait. Il y a des gens qui ne savent pas ça, ou des fois, c'est dans le timing aussi, quand on dépose à Téléfilm. Souvent, il faut aller chercher le financement avant ou à la SODEC ou ailleurs, puis après, revenir voir l'équipe de Lynn et c'est quoi le nom de ton collègue? C'est un très bon point. C'est Ouais. un très, très, très bon point. C'est un guichet malheureusement multiple. Et l'autre chose peut-être que je rajouterais en plus, Daniela, si tu permets, c'est que pas parce que ça respecte les prémices du traité que Téléfilm en tant qu'investisseur ou le Fonds canadien en tant qu'investisseur n'aura pas des prérequis qui diffèrent, mais qui ne contreviennent pas au traité. En général, les investisseurs sont plus contraignants, les investissements au niveau de la récupération. Ces petits éléments-là. Donc, c'est très important parce que des fois, les gens prennent pour acquis, ça passe le test du traité. Et là, ils arrivent en investissement, puis ils ont d'autres prérequis. Ils disent, oui, mais là, j'ai déjà rempli les prérequis de copro. C'est malheureusement des guichets distincts. C'est sûr que nous, on va toujours dire aux clients, c'est celui qui est le plus contraignant. Comme si la récupération doit se faire par palier, par territoire, tout ça. Mais vous allez devoir, pour vous prévaloir du financement, respecter les prérequis des investisseurs qui ne contreviennent en général, ça ne contrevient jamais au traité. Okay, c'est pas en contradiction, mais ça, c'est bon à savoir. Petit dernier point, puis après, je passe à Yannick. Juste pour Daniela, je t'écoute parler, puis j'imagine que vous aviez de l'accompagnement légal pour lire tous les contrats, les traités, ou c'est toi qui s'est improvisé experte là-dedans, puis tu as plongé, puis tu as dit, je vais toutes les lire et les retenir par cœur? Parce que tu as l'air d'en savoir, non? Non, c'est sûr qu'on a toujours des avocats, surtout au niveau du contrat de coproduction, il faut vraiment reviser et bien regarder ça. Donc, du côté légal, c'est super important. Mais du côté relations d'affaires, c'est vrai qu'Éric et moi, on avait quand même assez d'expérience à lire des contrats, à voir des subtilités et tout, mais c'est sûr que c'est super important d'avoir des avocats qui sont spécialisés dans la matière. Et sinon, il y a des consultants aussi qui se spécialisent un peu là-dessus, mais pour ça, on s'est quand même débrouillé, mais c'est pas terminé. Donc, là, et le timing est important parce que ce projet-là, par exemple, là, il est financé du côté canadien, côté français. Il y a 26 partenaires en tout. Même combien? 26. 26 partenaires. Oui, il y a eu Érumage, il y a eu des distributeurs. Du côté français, il y a plein de partenaires, luxembourgophones, Wallimage, ils sont tous là. Mais là, maintenant, ça, c'est important à le savoir, il faut déposer au guichet là, de coproduction 1 mois avant le début de production. Donc, ça, c'est notre prochain devoir. À Téléfilm. Oui. C'est 1 mois avant, puis nous, notre production commence en avril, donc là, c'est en mars, il faut tout déposer. C'est là que ça se passe. Là. Wow, OK. Merci beaucoup. Oui, vas-y, Eric. Je veux ajouter qu'en fait, non seulement il faut les traiter, mais il faut bien les connaître parce que c'est un peu la discussion qu'on a. Nous, non seulement on lit les traités, mais on les passe aussi à nos partenaires parce que c'est un peu la base de discussion. Et c'est souvent là que on peut percevoir si les choses peuvent continuer ou pas, notamment dans la répartition de qui fait quoi, quels sont les postes que vous gardez. Si à un moment donné, on vous confie que des postes techniques, c'est qu'on vous considère un peu comme un service. De service, tout simplement. Voilà, donc c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que vous voyez un peu quelle est l'implication. Et puis les traités, c'est en tant que producteur, votre partenaire s'attend à ce que vous soyez une référence pour lui en termes de traités. Et si vous ne l'êtes pas, il va tirer la couverture à lui par rapport à des choses en interne parce que justement, ces financiers de son côté veulent que le maximum d'argent soit dépensé dans ce territoire. Tout le monde a le même challenge, c'est-à-dire que chaque
chaque financier finance pour que l'argent soit déposé majoritairement dans le territoire dans lequel il est établi. Donc, c'est un peu ce puzzle. Et puis là, très vite, vous vous rendez compte si effectivement vous faites le même film avec le partenaire ou alors vous faites que du business. Et ça se sait assez vite, quoi. Et Merci. je peux juste rajouter, ça c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans les marchés internationaux et tout. C'est sûr que le Canada a une image de « Ah, OK, il y a du financement de votre côté, c'est facile, on va faire de la copro ». Puis souvent, on se fait proposer des projets, mais qui sont vraiment à la toute fin, où il n'y a plus de place au niveau créatif. Donc, ça ne devient pas super intéressant si le projet est tellement déjà tout pensé. Ben là, finalement, ils veulent juste, ils s'intéressent surtout, en fait, ils veulent faire de la Au coproduction dollar. pour les mauvaises raisons. Oui, juste les dollars. Donc, Mm. rapidement, si on le voit dans les relations qu'on rencontre des gens, ben, si c'est vraiment une vraie collaboration créative, ça commence à être intéressant, mais si c'est juste pour aller chercher des dollars, beaucoup moins intéressant, effectivement. Merci beaucoup, Éric, Daniela. On va revenir à vous tout à l'heure parce que ça donne une super bonne idée. Yannick, la nuit des rois, entre autres, parce que tu es sur 3 ou 4 autres projets en coproduction, dont documentaire, qui est aussi différent de ce que j'ai compris au niveau des traités et de la mécanique. Parle-nous un petit peu de ton expérience au niveau trouver le bon partenaire. Est-ce que c'est toi qui as trouvé des partenaires? Est-ce qu'on t'a approché avec le projet La Nuit des Rois, par exemple? Comment s'est passée la production puis l'accompagnement? Téléfilm est impliqué aussi dans ce projet, si je ne m'abuse. En effet. Merci, Richard. J'aimerais déjà d'abord spécifier qu'il y a différents types de coproduction. Il y a la coproduction majoritaire, où le Canada est vraiment maître d'œuvre, et les coproductions minoritaires, où c'est un projet où le IP, la propriété intellectuelle, appartient à la France. Donc, parlons de la France, et où il y a moyen, dans une coproduction minoritaire, de s'associer au projet et d'être partie prenante avec les producteurs pour l'avancement du dossier, du financement jusqu'à la livraison, donc la distribution. Donc, il y a 2 types, de manière générale, de coproduction qui sont possibles. Ma première coproduction majoritaire, ça a été c'est un film, Lynn va peut-être s'en rappeler, qui s'appelait X500, X500 de Juan Andrés Arango, un film de 2,2 millions, l'idée par le Québec, Canada, avec la Colombie et le Mexique. C'était la première coproduction tripartite avec ces pays-là. On a tourné 48 jours de tournage dans 4 pays, incluant les Philippines et des pays coproducteurs. Et bien que j'étais majoritaire, c'était vraiment une œuvre qu'on a fait ensemble dès le départ. Et ce projet-là, on savait que c'était pour être une copro. Un Québécois, depuis, ça doit être une quinzaine d'années maintenant, et d'origine colombienne. Donc, il avait son réseau là-bas. Et on avait collaboré sur un autre projet précédent à lui qui s'était rendu à Cannes, qui s'appelait La Playa d'ici, qui avait fait Un certain regard. Donc, on avait essayé de travailler avec ces mêmes coproducteurs-là, coproducteurs colombiens, dès 2009. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Et mais Téléfilm Financement, Sodec Financement nous ont accompagnés dans le second long-métrage de Juan Andrés. Et ça a été ma premier long-métrage en production majoritaire. Le film est sorti en 2016, a fait plus de 80 festivals, a remporté de nombreux prix, a été vendu dans moins de 8 territoires. C'est pas énorme, mais ce type de films-là sont assez complexes et malheureusement sont cantonnés au circuit des festivals surtout. Comment je fais pour choisir mes partenaires? Dans ce cas-là, c'était des partenariats naturels parce qu'on se connaissait déjà, on avait déjà essayé de collaborer ensemble sur le projet précédent de Juan, donc c'était facile. Mais dans un projet comme La Nuit des Rois, moi, je ne connaissais pas le réalisateur et les 2 boîtes de prod qui appartiennent au réalisateur et à sa femme productrice. Donc, la femme productrice française, le réalisateur français mais ivoirien qui avait sa boîte à Abidjan. Je ne les connaissais pas. Par contre, je connaissais le réalisateur de par son parcours parce qu'il avait fait un film précédent qui s'appelait Run
qui est à Cannes en 2014, si je m'abuse, et qui donc s'était déjà fait remarquer comme réalisateur. J'avais vu ses courts-métrages, son documentaire Chronique de guerre en Côte d'Ivoire, quelque chose comme ça. Et je connaissais beaucoup de gens qui le connaissaient. Puis c'était à Cannes en 2017 où une amie commune, Angèle Diabagne, m'avait présenté à Philippe parce que j'avais entendu parler de son prochain projet. J'étais intéressé par l'histoire qu'il proposait. J'avais beaucoup suivi. C'était très inspiré de la crise électorale en Côte d'Ivoire en 2010. Donc, la crise entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, que j'avais beaucoup suivi avec de manière assez profonde. Je suivais vraiment tout ce qui se passait. Donc, j'étais très interpellé par la proposition. Et quand je lui ai parlé, tout de suite, ils n'avaient pas envisagé une copro avec le Canada, mais ils trouvaient ça super intéressant comme alternative à la France. Parce que dans les coproductions avec l'Afrique francophone, la France est souvent le partenaire principal. Si ce n'est pas le naturel, en fait. Naturel, mais aussi financier, parce que malheureusement, il y a peu d'argent, peu de ressources sur le continent africain. Il y en a un petit peu plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais c'est très mince. Donc, la France est souvent le partenaire. Donc, ils étaient contents d'avoir un partenaire américain qui allait amener une autre vision, une autre façon de concevoir le storytelling par le montage, par la caméra, la façon d'éclairer, par la culture. Et c'est ce qui a séduit Philippe dans la proposition. Donc, ça nous a permis d'avoir un rôle là, dès le départ au niveau du scénario puis l'évolution subséquente du scénario à titre de partenaire. Peu de temps après la rencontre avec Philippe, on avait signé une entente verbale, puis on l'a signé officiellement à Cannes l'année suivante. Mais on s'est très vite entendu sur la force du scénario, puis des changements accordés. On était partie prenante du processus. Et très vite, les financements se sont mis en place du côté français, ce qui a facilité les choses pour nous. Et la venue du partenaire Memento au niveau des ventes internationales, l'apport de Canal+ France, Eurimage. On a déposé Eurimage ensemble, puis on l'a eu. Ça a été, on a pas mal de succès sur les projets dans lesquels on était impliqués pour aller chercher de l'argent Eurimage. Ça, c'est pas rien, parce que Eurimage, on peut aller chercher jusqu'à 500 000 €, ce qui est à peu près 700 000 $800 000. Très rare qu'ils vont donner 500 000. Mais sur un projet comme La Nuit des Rois, c'est autour de 200 300 000. Donc, Eurimage est vraiment un outil incroyable dans lequel le Canada est partie prenante. Et ça a changé quelque chose pour moi en termes de copro avec la France et plus globalement avec l'Europe. Et c'est comme ça qu'on a petit à petit mis en place tout le financement du projet. On a réparti les positions créatives, bien qu'on soit minoritaire dans le projet. En fait, on est le deuxième partenaire financier, mais parce que le projet avait été initié en Côte d'Ivoire, parce que pour nous, c'est d'abord et avant tout un film africain, on a décidé d'un accord commun de faire passer la Côte d'Ivoire comme deuxième partenaire, mais dans les faits, nous sommes partenaires secondaires du film. Et j'étais le seul producteur d'expérience sur ce projet-là. Il n'y avait pas la productrice, c'était son premier projet en tant que productrice. Philippe Lacôte est réalisateur. Donc, ça a été vraiment, notre apport a été super important au niveau des postes créatifs et de la vision qu'on avait pour la production du film. Donc, ça a été un plus, je pense, pour le film parce que sans cet apport canadien, je pense que ça aurait fait un bon film, mais je pense qu'en termes d'approche, de look, de sensibilité, il y a une sensibilité nord-américaine qui, pour moi, transparaît dans le storytelling qu'on ne retrouve pas souvent dans le cinéma africain, que je connais très bien. Je m'intéresse au cinéma africain depuis les années 90, début des années 90. J'étais bénévole à l'époque à Vue d'Afrique, donc j'ai beaucoup suivi le cinéma africain. Ça faisait partie de mes intérêts universitaires puis des thèses que j'ai écrites. J'ai un long historique de collaboration avec l'Afrique francophone surtout, mais aussi avec l'Afrique du Sud, avec qui on a travaillé déjà sur un projet qui s'appelait Les États-Unis d'Afrique avec SABC One, la chaîne publique là-bas. Donc, j'ai un bon réseau en Afrique aussi. Donc, ça m'a aidé aussi à naviguer tous les aléas de la production
en Afrique. Parce que c'est très différent. Et puis, ce qui est intéressant sur un projet comme ça, c'est qu'il y avait des Canadiens, il y avait des Français, il y avait des Ivoiriens. Donc, c'était vraiment multiculturel. Ça regroupait 3 continents. Donc, d'être capable de travailler dans un environnement comme ça, mu par un projet commun, et d'avoir toutes ces différentes nationalités qui sont impliquées derrière la vision de l'auteur, pour moi, c'est la possibilité que c'est possible, quand on travaille ensemble, de faire des grandes choses. Et ce film-là, au-delà de toute attente, s'est rendu dans la shortlist de l'Oscar du meilleur film étranger. On a remporté pas mal tous les prix aux États-Unis de la communauté afro-américaine, notamment le NAACP Award for Best International Motion Picture, l'association afro-américaine aux États-Unis, etc. Donc, c'était un parti pris, ça a fonctionné, puis je pense que c'est un film qui a réussi à se démarquer et qui fait qu'on est en ce moment en nomination comme un des 5 meilleurs films canadiens au Canada. C'est tout un parcours. Merci beaucoup, Yannick. Il y a beaucoup d'informations que tu as partagées en même temps. Et je reviens un peu à ce qu'Éric disait tout à l'heure, ou Daniela, je pense, mais dans ton cas, tout est parti d'une rencontre avec le réalisateur, puis d'un amour pour son travail, mais pour l'histoire qu'il avait racontée et tout. Quoi. Daniela, je pense que tu disais tout à l'heure que les marchés internationaux, c'est des bons endroits pour rencontrer des futurs partenaires. J'imagine qu'il y a du monde qui nous écoute qui dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas encore à leur niveau, je ne vais pas sur les marchés internationaux, mais il y a quand même des moyens d'aller chercher, j'imagine, ces partenaires potentiels. » Yannick, oui, peut-être? Tout à fait. Il y a des laboratoires de création. J'ai eu la chance d'être invité à participer à au moins 2 reprises à titre de mentor au Waga Film Lab, par exemple, qui est un lab créé par Génération Film, qui est basé au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, et qui organise des maillages entre producteurs émergents africains, réalisateurs, scénaristes, et ils font venir parfois quelques participants de l'étranger comme moi qui partageons avec ces gens-là des choses. Donc, ça nous permet d'être invités, d'être pris en charge et de rencontrer tous ces gens que je rencontrerais peut-être pas autrement. Et je dois dire aussi, puis ça c'est important, j'ai produit énormément de documentaires. Et comme réalisateur et comme producteur, j'ai énormément voyagé sur le continent africain, notamment pour un film qui s'appelle Les États-Unis d'Afrique, qui m'a permis de vraiment développer un très, très bon réseau entre l'Afrique du Sud, mais aussi l'Afrique francophone, parce que j'ai collaboré avec des artistes assez connus au Sénégal, entre autres, dont Didier Awadi, et ça a ouvert énormément de portes. Donc, de créer petit à petit un réseau, c'est vraiment important. Et ça, quand on est ici et on connaît personne, déjà, si on s'intéresse, par exemple, au cinéma français ou au cinéma africain, c'est de s'intéresser à la cinématographie nationale, de voir qui a fait des courts-métrages qui ont été primés, qui a fait un premier long où ça a bien marché, puis on a envie de travailler avec eux. C'est peut-être plus facile que si on approche un réalisateur connu comme Robert Guédiguian, dont on a produit son dernier film, là, Twist à Bamako, qui est un réalisateur très connu en France et très connu en Europe. On avait un budget de 8 millions. Je pense qu'il faut commencer peut-être avec des réalisateurs émergents qui en sont à leur premier, deuxième long métrage. Essayer de les cibler quand ils sont plus petits, avec des plus petites boîtes de prod. C'est plus facile de développer à ce moment-là une relation avec le réalisateur, avec les producteurs, les partenaires, et de se faire connaître petit à petit. Mais c'est sûr que pour se lancer dans la copro internationale, je pense que comme producteur, il faut déjà avoir des acquis. Il faut avoir produit au moins un long métrage ou avoir une expertise de production de quelques années parce qu'il y a des aspects légaux, il y a des aspects financiers, il y a des aspects logistiques. Donc, d'avoir toute cette base-là puis d'avoir en plus un réseau, ça facilite beaucoup les choses. Et je n'aurais pas pu y arriver si je n'avais pas eu derrière moi, lors de ma première coproduction, qui était X500, ça aurait été impossible pour moi de me lancer dans la copro majoritaire et de faire ce film-là comme ça. C'est parce que j'avais en arrière de moi 15-16 ans d'expérience. Je tenais à dire ça parce que c'est important.
Merci parce que c'est un point super important. Je ne sais pas, Daniela, si tu voulais rajouter ou Lynn, sur le profil de ce que ça prend pour être un producteur qui veut faire de la coproduction à l'international. Mais vas-y, allez-y, Lynn. Ben moi, je peux juste rajouter quelque chose, c'est qu'il y a des événements au Canada aussi qui peuvent vous permettre de rencontrer des producteurs étrangers, OK? Parce que moi, entre autres, j'ai été 2-3 fois appelée à aller à Vue d'Afrique, à rencontrer des producteurs de différents pays et de parler de la coproduction. Donc, les producteurs canadiens qui participent à ces événements-là peuvent les rencontrer. Il y a plusieurs événements à Toronto, à Vancouver. J'ai déjà été aussi. Et aussi, à Téléfilm, il y a un département qui s'occupe des événements canadiens et internationaux. OK? Et eux aussi, parce que ça peut donner accès, parce que Yannick, si je ne me trompe pas, tu es déjà allé, hein, les laboratoires à Rotterdam, tout ça. Puis ils prennent des producteurs au TIFF aussi, c'est ça. Donc, ils prennent des producteurs, puis ils vont les aider à aller là, à travailler des idées, tout ça. Donc, le Canada est aussi partie prenante de certains événements comme ça, et à l'international et au Canada. Et cette information-là est aussi disponible sur le site Internet de Téléfilm. Si vous avez besoin de plus d'informations, je pourrais vous le transmettre, mais il y a aussi le répertoire de coproduction qui peut donner les différents projets qui ont été faits avec différents pays. Ça vous donne aussi accès au nom des compagnies de production canadiennes et étrangères. Donc, déjà là, en partant, vous pouvez aller voir les catalogues de ces producteurs-là. C'est sûr aussi que vous pouvez nous consulter, on va vous référer. Il y a le Fonds canadien des médias aussi, qui a un bottin qui est en place, qui donne accès à de l'information sur des producteurs intéressés à distribuer avec différents pays ou distribuer, à coproduire avec différents pays, désolé. Mon ancienne vie me rappelle, je travaillais en distribution, en coproduction, et ben c'est ça, c'est quelques outils. Il y a aussi les associations de producteurs qui peuvent parfois créer des événements. Je pense que c'est très vivant. Le Canada, d'ailleurs, c'est un pays qui est reconnu mondialement pour son apport et son expertise parce que ça fait déjà au-dessus de 50 ans qu'on a des coproductions officielles dans les différents pays. Donc, je peux laisser Daniela, elle a autre chose à rajouter. Merci beaucoup pour ces précisions. Daniela, je pense que tu voulais rajouter quelque chose? Non, mais en effet, c'est vrai que des fois, ça paraît compliqué. Puis, c'est sûr que je trouve que les aides d'exportation pour les producteurs aident énormément. Dans le passé, il y en avait au Fonds des médias, mais là, ils ont enlevé ce programme. Mais des fois, dans les budgets de développement, il y a moyen de mettre dans les budgets des coûts pour les marchés. C'est vraiment, il y a vraiment des beaux résultats qui émanent de ces genres de rencontres. Ben, Yannick, Eric et moi, on était en novembre dernier à Bruxelles. Pour moi, c'est la première fois que je participais. C'est une rencontre de coproducteurs francophones et il y a des gens de Belgique, Luxembourg, France. Il y avait des gens du Liban, il y avait des gens du Maroc. C'est vraiment très, très intéressant. Puis assez petit, donc assez à échelle humaine, vraiment, c'est intéressant. Puis bon, quasiment tous les festivals ont des marchés et justement des possibilités de rencontrer des gens. Mais je ne sais pas si les gens qui nous écoutent, si c'est plus des producteurs, réalisateurs ou scénaristes, mais c'est sûr que si c'est les réalisateurs, scénaristes, moi, je les conseillerais vraiment de s'entourer de producteurs pour vraiment aller de l'avant vers des coproductions ou sinon de faire des pitchs d'écriture ou des ateliers d'écriture ou des fois, il y a des forums, des gens de forums en développement qui peuvent aussi aider à rencontrer des gens. Merci beaucoup, pardon, Daniela. Puis sur notre auditoire, puis on va passer il y a certaines questions là, qui arrivent. En passant, on a du monde un peu partout. On a du monde de Toronto, de Montréal, de France, de Nanterre aussi. Donc, un peu du monde de partout. Et quelqu'un posait la question qui a dû manquer l'intro. Mais qui sont ces gens autour de la table? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a des producteurs et une productrice et quelqu'un Lynn, qui travaille à Téléfilm Canada au département, entre autres, pour le volet coproduction. Et d'ailleurs, Lynn, je vois qu'il y a des liens super intéressants qui ont été mis sur la coproduction pour en savoir un peu plus.
Donc, j'invite les gens et tes coordonnées aussi sont là. Donc, super, merci beaucoup. Une question qui est posée par Tiara, donc c'est en anglais, je vais juste te faire une petite traduction dans ma tête. Est-ce que les traités sont créés avec les autres pays francophones africains? C'est quoi le processus pour... Bon, c'est quoi le processus pour démarrer des traités avec d'autres pays? Je connais la réponse, là, parce qu'il y a quelques trucs à préciser sur c'est quoi un traité, mais vas-y, Lynn, je vais te laisser la réponse à ça. Ben, c'est très simple. Téléfilm administre les traités qui sont signés et négociés par Patrimoine. Si vous avez l'intention ou vous voulez qu'un traité éventuellement soit signé avec un pays, peu importe lequel, bien, si vous allez sur le site de Patrimoine, il y a toutes les démarches à suivre, comment faire pour démontrer l'intérêt de ce pays-là et peut-être partir éventuellement des pourparlers entre les pays. Donc, je vous invite à aller voir parce que la demande est vraiment bien. C'est pas simple. OK? C'est pas juste dire oui, je veux un traité. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt marqué du pays en question. Donc, il faut vraiment que les démarches viennent de ce pays-là. Je sais qu'il peut y avoir des producteurs qui se mettent ensemble puis qui ont la connaissance puis qui connaissent l'industrie là-bas, qui peuvent faciliter, mais ça reste quand même que ça doit être une démarche au niveau des entités respectives des pays auprès de Patrimoine. Merci beaucoup pour la réponse. Yannick, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, je pense. Oui, on a essayé, en fait, j'ai essayé de lancer le processus avec la Côte d'Ivoire, justement. Et je suis là-dedans en ce moment. Oui, je sais. Et c'est pas évident, c'est pas facile, parce que malheureusement, c'est pas considéré comme des pays prioritaires. Pourquoi? C'est pas parce que c'est africain, c'est parce que ce sont des pays où ils sont perçus du moins comme des pays qui n'investissent pas dans leur cinématographie nationale. Ceci dit, ça commence à changer. La Côte d'Ivoire a le FONSIC, qui est un fonds pour le cinéma, mais c'est aléatoire. C'est pas des mêmes montants à chaque année. Il y a des années où c'est versé, d'autres années où c'est pas versé. Il y a le Burkina Faso. Là, je sais pas ce qui se passe avec la junte militaire qui est au pouvoir. Il y a d'autres pays comme le Sénégal aussi qui ont des fonds. Je crois que c'est le FOPICA, si je ne me trompe pas. Donc, il y a différents fonds, mais souvent, ce n'est pas des fonds qui sont assez substantiels ou importants qui justifient la mise en place d'un traité de coproduction qui peut prendre plusieurs années. C'est assez complexe. Donc, il faut convaincre les autorités nationales canadiennes de la pertinence d'un traité comme ça, par exemple, entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Il y en existe un avec le Sénégal qui a été utilisé très peu, 1 ou 2 fois, selon ce que je sais, Lynn pourra confirmer. Mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais je pense qu'il y a de la place pour plus de traités avec la francophonie africaine notamment. Éric, merci beaucoup Yannick de la précision. Ça répond à certaines de mes questions. Éric, tu voulais rajouter quelque chose, je pense? Et justement, par rapport à cette volonté, effectivement, de réunir les États pour faire des traités, je vais prendre l'exemple du Sénégal parce qu'à l'époque, j'étais encore là-bas. Le traité il a été initié justement sur le film Madame Brouette de Moussa Senabsa. Et ça a été vraiment le moteur qui a fait naître ce traité-là. Donc, un film peut être à l'initiative de ça. Et à l'époque, il n'y avait absolument aucun fonds du côté du Sénégal. Il n'y avait aucun fonds du côté du Sénégal du niveau étatique, puisque le fonds n'est arrivé qu'après qu'on ait produit aujourd'hui de Alain Gomis et qu'effectivement, c'est après ça que le fonds a été mis en place. Ça fait des années qu'ils en parlaient. Donc, c'est vraiment une volonté. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'au-delà de la capacité des États à mettre des fonds dans l'industrie cinématographique, ce qu'il faudrait prendre en compte aussi, c'est justement, là je parle vraiment de la particularité qu'a le Québec par rapport à ça, qui veut investir dans des endroits francophones. Le plus gros réservoir aujourd'hui de francophones se trouve quand même en Afrique. Daniela, Yannick et moi, nous militons auprès de différentes instances justement pour qu'on ait un impact plus significatif dans ces contrées-là, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est devancé par d'autres organismes, que ce soit Orange, que ce soit Canal+, et puis que ce soit maintenant les plateformes les streamers et tout arrivent. Et s'ils arrivent là-bas, c'est pas
pour faire de la générosité. Ils y vont parce qu'il y a un business réel qui est là. Il y a une économie qui est là et les gens arrivent à créer quelque chose. Donc, le Canada a vraiment une carte à jouer là-dessus. Et donc, effectivement, oui, on milite pour qu'effectivement, il y ait plus de contacts, qu'on ait plus de présence au FESPACO. Par exemple, qu'on arrive avec des projets parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment une diaspora, qu'elle soit issue soit du Rwanda, soit du Cameroun, soit de la Côte d'Ivoire, qui est maintenant à Montréal, qui a envie de faire des choses avec ces pays-là. Et il y a vraiment un pont à mettre en place qui peut être bénéfice des deux côtés. J'en veux pour exemple, par exemple, à l'époque, lorsque je produisais aujourd'hui Alain Gomis, c'était entre la France et le Sénégal. Très concrètement, il n'y avait pas de fonds à aller chercher du côté sénégalais. Puisque même le fonds de la francophonie, on l'avait pris du côté français. Mais seulement, au-delà de ça, il y a un savoir-faire dans ces pays-là, que ce soit au Burkina, que ce soit au Sénégal, il y a un savoir-faire des producteurs locaux qui font que c'est des choses qui peuvent être chiffrées. Je prends un exemple très simple. Si vous avez besoin de l'armée, par exemple, vous avez besoin de l'armée, des costumes de l'armée, des choses comme ça, c'est quelque chose qui, dans un budget, se chiffre. Vous pouvez avoir des gens qui peuvent dire « Ok, moi, je te garantis que tu auras l'armée, tu auras les tanks, tu auras les costumes, et puis tu auras les gens avec. » Et ça, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, que l'on peut chiffrer pour monter effectivement un budget à hauteur de 20%, comme c'est souvent le cas. Voilà. Ça fait partie des astuces qu'on peut mettre en place pour passer outre. Donc, faisons des traités, même s'ils n'ont pas d'argent officiellement à mettre dans la culture, mais il y a un business clair et net qui peut être fait et qui peut être bénéficiaire pour les deux parties. Merci beaucoup, Éric, pour ce commentaire. Puis, personnellement, en regardant, m'intéressant beaucoup à la Côte d'Ivoire et tout, je vois tout le potentiel. Et effectivement, les streamers sont extrêmement présents en ce moment là, en Afrique, entre autres francophones. On arrive près de la fin. Il nous reste comme 5 minutes. Daniela, vas-y. Ça a passé vite. Hein, je sais qu'on pourrait parler pendant encore 1 heure. Mais vas-y, Daniela. Non, c'était juste pour rajouter à ce que Éric disait qu'en effet, c'est pas juste, il ne faut pas juste voir le potentiel de traiter par rapport aux apports financiers, mais le marché. Puis on parle quand même de 100 millions de francophones partout dans la planète, alors qu'on est 8 à 9 ici. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas ignorer ça. Puis on a beaucoup parlé de cinéma, on a parlé d'animation, mais il y a aussi la télé. C'est sûr que c'est un gros défi, je pense, au niveau des séries dramatiques et tout, mais il y a vraiment une volonté, en tout cas de la part de plusieurs producteurs, de commencer à penser justement à la coproduction pour la série. Il y a des gens, je pense, qui sont dans les spectateurs, là, des télédiffuseurs, puis c'est vrai que c'est plus de défis, mais je pense qu'il y a vraiment un potentiel de partenariat. J'abonde aussi dans ce sens-là, parce que c'est d'ailleurs pour ça que je m'en vais à Sérimania à la fin du mois de mars, parce que je veux voir un peu, d'un point de vue international, l'intérêt pour la coproduction au niveau des séries télé. Je vais juste, je sais qu'Yannick, tu as un hard stop à 13h, donc on ne te retiendra pas plus longtemps, mais il y a un point que tu as soulevé tout à l'heure qui a été dit dans un jargon des gens qui s'y connaissent. Là. On a parlé de majo-mino, majoritaire et minoritaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant, Yannick, c'est que des fois, comme dans le cas, je pense, La Nuit des Rois, financièrement, tu étais majoritaire, mais je pense que dans le... non, tu étais minoritaire. Contraire. Oui, Ouais. Contraire, OK. Ouais. OK. C'est que tu étais minoritaire au niveau financier, mais comme c'est toi qui avais le plus d'expérience et peut-être tu étais plus le producteur le plus établi, tu avais un petit peu plus de, je ne veux pas dire pouvoir décisionnel, mais tu avais un petit peu plus de leadership sur le projet. Ben, c'est qu'il y avait une vraie volonté et puis une ouverture de la part de Philippe d'avoir un autre regard, que ce soit au niveau de la direction photo, de l'éclairage, de la conception sonore, de la musique, du montage sur le film qu'il voulait faire. Donc, ça a donné plus de place au Canada puis au Québec dans cette configuration très particulière. Par exemple, c'est tout à fait le contraire dans un projet comme Twist à Bamako avec Robert Guédiguian.
Agathe Films, c'est une des plus grosses boîtes en France. Ils ont 30 ans d'existence. Ça a été cofondé par le réalisateur Robert Guédiguian. C'est un film, on parle d'un film de 8 millions. Nous, on était partenaire à 13% à peu près. Donc, c'était pratiquement une copro plus financière. Oui, on a apporté du créatif au niveau de la musique qui joue quand même un rôle très important dans le film. Ça donne une valeur ajoutée. Mais tous les autres éléments, c'est vraiment des éléments de post-prod. Donc, notre engagement était beaucoup moindre parce que c'était une compagnie qui existe depuis plus longtemps établie, que nous, plus établie, plus de moyens, alors que dans le cas de La Nuit des Rois, Banshee, je pense que c'était un de leurs premiers projets, là, que les autres projets avant, ils avaient produit autrement, mais c'était relativement nouveau comme structure. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'était le premier film pour la productrice, c'était son premier film en tant que productrice. Donc, ça fait que parce que j'ai une bonne connaissance de la copro internationale puis des mécaniques, notamment des postes créatifs, on a pu trouver un juste équilibre qu'on n'aurait peut-être pas pu, donc on ne pouvait pas faire en fait sur un projet comme Twist à Bamako où là, tous les postes clés, c'était les amis, les partenaires. Puis l'expérience était déjà là. Merci beaucoup, Yannick. Merci beaucoup. 30 secondes, Lynn. Moi, je veux juste dire une chose. OK? Pour moi, un projet de copro, là, pour les besoins de la coproduction, qu'il soit minot-majo, là, OK? C'est pas un critère. C'est un projet de copro. Respecte-t-il les traités? Oui, non. OK? Je sais que pour les investissements, il y a une nuance dans la valeur qu'ils vont investir. Mais pour la copro, un projet de copro qui soit minot-majo, c'est un projet de copro. Je veux juste clarifier ça. Je ne veux pas qu'on ait d'ambiguïté là-dessus. Tous les projets sont recevables, en autant qu'ils respectent un traité. Parfait. Merci beaucoup de cette précision. Merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, moi, j'en ai beaucoup appris, puis de ce que je vois dans les commentaires aussi. Oui. La vidéo, la conférence est enregistrée, donc elle va être disponible sur YouTube via Real World. Merci beaucoup à tout le monde, à Lynn, à Eric, à Daniela, Yannick, pour votre intelligence de ce marché, cette partie de l'industrie qu'on connaît peu. Et personnellement, moi, je tiens à vous remercier. J'en ai beaucoup, beaucoup appris. Je vais vous relancer, chacun d'entre vous, c'est certain. Lynn, on va se reparler, c'est sûr, éventuellement, je l'espère. Et je pense que ça met fin au panel. Et puis, les gens, je vous invite à les revoir. Et il y a des liens qui ont été partagés aussi pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne fin de journée à tout le monde. Merci. Merci, Richard, tout le monde. À bientôt. Bye-bye. Salut. Bye-bye.